Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas vous raconter une longue histoire mais 5 petites. En fait, après les dernières vidéos qui ont été assez lourdes émotionnellement, j'avais envie de faire un sujet un petit peu plus léger, un petit peu rigolo entre guillemets, et du coup j'ai commencé à chercher des histoires de crimes insolites et puis j'ai découvert plusieurs petites histoires, toutes plus ou moins en rapport avec des voleurs, des cambrioleurs, que j'ai trouvé un petit peu marrantes parce que vous allez le voir, c'est pas des choses très graves et c'est plutôt insolite. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. La première histoire se déroule à Oklahoma City. Charles Williams s'introduit dans une maison pour la cambrioler et il va voler pour environ 1000 $ de matériel électronique et de vêtements de marque. Pour effacer toute trace de son passage, il asperge les lieux de détergent, mais au moment de partir, Charles Williams va être pris d'une envie pressante. Donc il décide de faire un tour aux toilettes et je pense qu'il était tellement pressé de partir, de quitter les lieux, qu'il se dépêche et il en oublie de tirer la chasse et il jette même son papier toilette à côté de la cuvette. Lorsqu'ils rentrent chez eux, les propriétaires découvrent non seulement qu'ils ont été volés, mais aussi le cadeau laissé par le cambrioleur. En fait, c'est même l'enfant de la famille qui le premier a été aux toilettes et qui du coup a découvert tout ça et il a malencontreusement tiré la chasse d'eau avant que la police n'arrive. Mais heureusement, grâce au papier souillé qui était par terre, eh bien la police va pouvoir effectuer des prélèvements ADN pour retrouver l'identité du voleur. Brandt Cassidy, qui est le directeur d'un laboratoire d'analyse, explique: les analyses qu'on peut faire de nos jours sont très puissantes. Les cellules de la peau qui sont prélevées lorsque quelqu'un s'essuie avec du papier toilette sont suffisantes pour identifier cette personne. Vous perdez des cellules en permanence, donc vous laissez des traces de votre ADN partout où vous allez. Il suffit d'une cellule provenant d'une personne pour identifier son ADN et en développer une empreinte unique. Les analyses du papier ont permis de trouver une correspondance avec Charles Williams qui avait probablement déjà un casier judiciaire et ce qui a permis de l'interpeller. Bien entendu, cette histoire a largement été commentée dans la presse locale et par les voisins des victimes qui ont déclaré « C'est absolument dégoûtant. Honte à vous, vous avez mérité d'être attrapé. » Moralité de l'histoire, je ne sais pas. Avant de faire un cambriolage, faites attention à ce que vous mangez. Quand vous n'êtes pas chez vous, pensez à tirer la chasse d'eau. Je sais pas, à vous de décider. La deuxième histoire s'est déroulée en 2013 à Benesti, en Roumanie. Marius Ionescu, 31 ans, s'introduit dans une maison pour la cambrioler. Alors qu'il est dans une des chambres de l'étage pour commettre ses méfaits, il entend un bruit très suspect qui provient du rez-de-chaussée de la maison. Pris de panique, Marius se cache sous le lit et terrorisé à l'idée qu'il y ait un autre cambrioleur dans la maison qui puisse s'en prendre à lui, il va finalement appeler la police pour leur expliquer la situation. À leur arrivée, les policiers font le tour de la maison mais ils ne trouvent personne à part Marius, toujours caché sous le lit, et finalement ils découvrent que le bruit qu'avait entendu le voleur c'était tout simplement le chat de la famille, ce qui les a fait beaucoup rire. Marius Ionescu était déjà connu des services de police pour d'autres histoires de cambriolage et les policiers rapportent qu'à chaque fois il avait eu toujours beaucoup de mal à gérer son stress. Je pense que clairement cette carrière n'était pas faite pour lui. Et finalement la police roumaine a conclu l'histoire, il aura bien assez de temps en prison pour y réfléchir. La troisième histoire s'est déroulée en France il y a vraiment très peu de temps, c'était il y a à peu près une dizaine de jours, fin avril 2020. Ça s'est passé en Gironde, au Pian-sur-Garonne.
3 hommes se rendent en fin de journée dans la boutique d'une propriété viticole. Pendant que 2 d'entre eux s'occupent de détourner l'attention du gérant, un 3e, lui, va aller glisser sa main dans la caisse pour dérober la somme absolument faramineuse de 40 €. Pris la main dans le sac par le propriétaire, les 3 malfaiteurs s'enfuient rapidement de la boutique. Mais dans la précipitation, l'un d'entre eux va oublier son attestation de sortie. Et oui, pour toutes les personnes qui regarderaient éventuellement cette vidéo dans des années et qui auraient oublié ou qui vivaient dans des pays différents de la France, des pays qui sont peut-être un petit peu moins accros à la paperasse, eh bien sachez que nous sommes actuellement, tout début mai 2020, nous sommes en plein confinement depuis le 15 mars dernier suite à l'épidémie du coronavirus. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on a besoin de sortir de chez nous, on doit remplir une attestation de sortie, de déplacement dérogatoire pour pouvoir avoir le droit d'être en dehors de chez soi. Et sur cette attestation, il y a absolument toutes les informations, l'identité, l'adresse, etc. de chaque personne. Ainsi, les gendarmes n'ont eu qu'à se présenter à l'adresse indiquée sur la fameuse attestation pour interpeller les 3 hommes âgés respectivement de 36, 41 et 46 ans. Après une garde à vue qui aura duré quelques heures, ces 3 hommes seront renvoyés prochainement devant le tribunal correctionnel. Je crois réellement que rarement une enquête n'aura été aussi facile. La 4e histoire se déroule au mois d'août 1995 à Berlin quand Klaus Schmidt, qui a 41 ans, entre armé dans une banque pour y commettre un hold-up. Il entre donc, il menace avec son arme et exige l'argent aux employés de la banque qui vont remarquer que Klaus a un comportement un petit peu spécial sans pour autant réussir à véritablement mettre le doigt sur pourquoi est-ce qu'ils ont cette impression-là. Et alors que l'un des employés demande au braqueur s'il a besoin d'un sac, ce dernier va lui répondre « Bien sûr que c'est un vrai pistolet ». Les victimes comprennent alors que Klaus Schmidt est en fait sourd et ils activent l'alarme de la banque. Bien qu'elle sonne extrêmement fort, le voleur ne se doute de rien et reste très calme et les employés de la banque, eux, eh bien, ils jouent le jeu et ils essayent de gagner du temps en attendant l'arrivée de la police. Pendant ce temps, lui, Klaus, va préciser à plusieurs reprises « Je suis un braqueur entraîné pour essayer d'impressionner ses victimes ». Il sera arrêté par la police quelques minutes plus tard. C'est une histoire que je trouve déjà relativement cocasse, mais la suite l'est encore plus puisque par la suite, en fait, Klaus Schmidt a décidé d'attaquer en justice la banque pour abus de faiblesse par rapport à sa surdité. Je n'ai jamais réussi à trouver quelle avait été l'issue de tout ça. Je pense que ça n'a pas été accepté en justice et donc il n'a pas pu utiliser cet argument pour faire annuler sa condamnation à lui. La dernière histoire s'est déroulée à Dallas, au Texas, en 2010, la veille de Noël. Des habitants aperçoivent une femme en train de rôder autour de la maison d'une de leurs voisines, Sarita Agnew, puis s'introduire par une fenêtre cassée à l'intérieur et ils préviennent immédiatement la police. Lorsque les agents arrivent sur place, ils interpellent une femme en train de charger des objets volés dans le coffre de sa Jaguar. Il y avait pas mal d'objets de valeur puisqu'il y avait des vêtements en fourrure, il y avait des sacs de luxe, des objets électroniques, etc. Tout ça pour un montant qui dépassait les 10 000 $. Lorsqu'elle voit les officiers s'approcher, la suspecte leur donne une fausse identité puisqu'elle prétend s'appeler Cathy Robinson. Et elle leur raconte une histoire assez farfelue puisqu'elle leur prétend que tout ça n'est qu'un malentendu, qu'en fait elle était en train de protéger les affaires qu'elle mettait dans sa voiture puisque elle dit qu'en passant devant la maison, elle a vu 2 cambrioleurs s'introduire dans la maison après avoir cassé la fenêtre et qu'elle s'est engouffrée à leur suite pour essayer de protéger un maximum de biens. Elle ajoute aussi qu'elle est un ami des propriétaires de la maison et qu'ils lui ont donné l'autorisation de prendre tous les objets de valeur. Bien entendu, les policiers ne la croient pas et ils vont tenter de l'interpeller, ils lui passent les menottes, ils la mettent dans la voiture, mais elle se débat et puis finalement elle arrive à se libérer des menottes, donc ils doivent la réattraper et cette fois ils la menottent à la fois et aux mains et aux pieds. Quand la propriétaire de la maison rentre chez elle, elle confirme qu'elle n'a jamais donné l'autorisation à qui que ce soit de rentrer dans sa maison et de prendre tous ses objets. Et ensuite, elle va être extrêmement choquée quand elle va voir le visage de la suspecte qu'elle reconnaît, puisqu'il s'agit en fait de Sandra McGriff qui a 51 ans et qui est la pasteur de son église. Sarita Agnew, donc la propriétaire, déclare « Je n'en reviens pas. Elle est une pasteur influente, je n'arrive même pas à exprimer ma colère. » Sandra McGriff, elle tient un discours pas très cohérent qu'elle attribue à des somnifères qu'elle aurait pris et elle maintient sa version des faits en déclarant « Je n'aurais pas dû entrer dans cette maison, j'aurais dû appeler la police, je l'admets, mais de toute ma vie, je n'ai jamais cambriolé une maison. »
Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de devenir pasteur, Sandra McGriff, elle a eu un passé un petit peu sulfureux, impliquant notamment de la prostitution et des cas de fraude, chose auxquelles elle dit avoir complètement tourné le dos, mais peut-être pas totalement, surtout quand on sait que Cathy Robinson, c'est déjà la fausse identité qu'elle utilisait à l'époque de ses méfaits. Finalement, après une nuit passée au poste, la caution de 26 000 $ de Sandra McGriff a été payée. Elle a donc pu sortir puis retourner à temps pour officier dans son église le soir de Noël. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a amusé au moins autant que ça m'a amusé moi de la préparer. Je sais que c'est très différent de ce que je fais d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus léger après les dernières vidéos qui étaient un petit peu lourdes émotionnellement. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose de plus rigolo et je pense que ces petites histoires là vous auront amusé. Je sais pas d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle a été l'histoire que vous avez préférée parmi les 5. Moi personnellement je pense que si je devais en choisir qu'une, ce serait celle qui s'est passée en Roumanie du cambrioleur avec le chat. Ça me fait beaucoup trop rire, je la trouve trop mignonne. Pas trop pour bon, ce cambrioleur qui a fini par aller en prison visiblement, mais en tout cas l'histoire elle est juste vraiment... J'imagine exactement un film qui pourrait se passer comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup amusé et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout comme d'habitude et toutes les personnes qui prendront le temps d'aller faire un petit tour sur mon compte Utip. Je voulais aussi vous prévenir que je vais faire une petite pause dans les vidéos, c'est-à-dire qu'on se retrouvera d'ici une dizaine de jours. Je vais pas poster ni vendredi prochain ni mardi prochain, je reviendrai du coup le vendredi d'après puisque je vais pas raconter toute ma vie mais c'est bientôt la fin du confinement et j'ai envie d'en profiter pendant les quelques derniers jours, de pouvoir profiter d'être avec mon copain etc. avant que tout le monde reprenne le travail et tout le monde soit extrêmement occupé. Donc voilà, on se retrouvera à ce moment là pour une vidéo beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus criminaux comme à mon habitude. Pendant tout ce temps, eh bien écoutez, continuez à prendre soin de vous. Bon courage à toutes les personnes qui vont devoir reprendre le travail après près de 2 mois d'arrêt. Je sais que ça risque d'être compliqué. Bon courage aussi à toutes les personnes qui ne se sont pas arrêtées et qui vont devoir encore continuer. Je sais que c'est très difficile pour vous et vraiment vous avez toute mon admiration. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, à dans 10 jours du coup. Et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.